merci beaucoup. Merci pour toute l'organisation de cette journée, des journées précédentes. Alors, moi, je vais vous parler de l'enseignement du français langue maternelle, essentiellement, et du français ou quelque chose qui correspond à ce qu'on appelle le secondaire 2 en Suisse, tout en sachant que, on est en train d'enseigner dans une école professionnelle. Et tout cela va se passer, sachant que l'on est dans une école où en fait on va assumer de vouloir transmettre à des élèves, non pas uniquement une langue, mais surtout des normes. Donc des normes qui vont être linguistiques et des normes qui sont sociales. Donc bien entendu, tout cela repose sur un certain nombre de paramètres qui sont ceux de Bourdieu, mais aussi ceux de Lahire, dont on a déjà parlé ce matin, par rapport à un public, qui a comme enjeu principal de rentrer dans un monde d'employabilité. Donc on n'est pas forcément uniquement dans de la recherche de l'épanouissement personnel, mais on a cet enjeu de transformer des adolescents en employés. Et cette industrie de formation s'applique donc sur une explicitation de certains enjeux, et ce d'autant plus qu'en Suisse, on se repose sur des plans d'études qui sont conçus au niveau national. Ça paraît relativement rationnel de dire ça comme ça, mais ça signifie aussi que c'est conçu à un niveau multilingue. Donc un plan d'études va être formulé de telle manière qu'il puisse être appliqué en français, en allemand et en italien, ce qui explique après qu'on ne va pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on arrive euh, à cela, parce que le plan d'études générales va être décrit avec le même indicateur qui devrait être aussi fonctionnel pour de l'allemand. Par contre, il se trouve que donc dans les trois langues, on prévoit une acculturation à la langue professionnelle, et dans les trois langues également, on prévoit une attente élevée concernant la maîtrise de la langue. Ça, c'est quelque chose qui est relativement important par rapport au public que je détaille tout de suite après, parce qu'on va avoir un enjeu identitaire concernant la langue, puisqu'on travaille non pas uniquement en école professionnelle, mais particulièrement dans le cadre de cette recherche, avec des élèves qui sont dans une filière de formation qui est pas tout à fait, enfin, qui pourraient s'apparenter à des filières de formation qui ne sont pas une filière de choix, mais plutôt une orientation contrainte, et donc avec un certain nombre de caractéristiques identitaires dans l'entrée en formation, dans la volonté des élèves d'apprendre réellement et de rentrer par rapport aux objectifs de formation, surtout que là, en l'occurrence, cet enjeu d'employabilité sous-entend probablement un enjeu de transformation de l'identité profonde des élèves avec un enjeu d'acculturation. Donc, ce contexte de recherche, c'est le contexte dans lequel j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse que j'ai défendue l'année passée. C'est des assistants de bureau à Genève. C'est une formation professionnalisante de 2 ans qui peut être un propédeutique après à d'autres formations professionnelles. Et ça s'est déroulé donc sur 6 classes d'élèves, donc 68 élèves en tout. On est avec des classes avec petits effectifs. Et on est aussi avec 16 langues différentes qui sont parlées par ces 68 élèves. Donc on a une grande variété de plurilinguisme présente au sein de ces classes, et on a un public qui est âgé en fait entre 16 et 25 ans. Euh, et je vous avais ici le détail de l'hétérogénéité. Alors ça fait partie seulement de ces facteurs, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de parler de cet aspect langagier et linguistique, parce qu'on a 35 et 40% des élèves qui sont issus des filières des classes d'accueil et qui commencent cette formation, probablement aussi parce que leur niveau de français, au moment où ils commencent leur formation, leur interdit de commencer un autre type de formation qu'ils pourront poursuivre par la suite. Et puis, des élèves qui sont ici de l'enseignement spécialisé, enfin, des élèves qui sont aussi issus de l'enseignement ordinaire, mais avec les filières les plus basses. Rappelons qu'en Suisse, il n'y a pas un collège hétérogène. Le collège est séparés par niveau et donc par degré. Et donc là, on aurait des élèves qui sont issus du degré le plus bas sur les trois qui ensuite vont poursuivre leur cursus en AFP. Et puis, on a également des élèves qui ont vécu un décrochage scolaire plus ou moins long et qui retombent dans une formation dans le biais de ces formations-là. Tout ça donne un public extrêmement hétérogène, sans oublier le fait qu'il y a quand même 20% d'élèves qui sont des francophones monolingues, quel que soit leur parcours. Une partie de ces élèves donc vont être issus de l'enseignement spécialisé, des filières les plus faibles, etc. Mais ce sont des élèves monolingues. Et on a également des enseignants, parce que dans le cadre de cette recherche, j'ai passablement travaillé avec des entretiens avec les enseignants pour savoir comment est-ce qu'ils faisaient, ce qui se passait dans leur classe, en plus de mener un nombre certain d'observations dans le sein des classes. Il se trouve en fait que ces enseignants, donc ils ont été 5 à participer à cette recherche, il n'y en a qu'un seul qui est de langue maternelle française. Donc on a aussi des enseignants qui ont un parcours de plurilinguisme. Euh,
même s'ils ont un certain nombre de caractéristiques socio-linguistiques qui diffèrent de leurs élèves. Par rapport à cette recherche, donc, il y a eu des observations en classe. Il y a eu 3 occurrences, en fait, d'observations en classe et là, je vais parler plus spécifiquement de la 2e occurrence de mes observations, avec, les résultats tout à l'heure. Simplement parce que j'ai observé d'autres aspects qui rentraient moins avec, le collègue d'aujourd'hui. Dans les autres occurrences, certaines traces des élèves, dans les productions d'élèves et puis des entretiens avec les enseignants concernés, principalement. Il faut savoir donc bien entendu que de savoir comment est-ce qu'on enseigne dans ces classes qui sont extrêmement hétérogènes, c'est en s'appuyant sur un plan d'études. Je vous disais qu'il était relativement peu explicite, alors le voici. C'est-à-dire que les intentions pour des enseignants de français, c'est qu'à la fin de leurs 2 années de formation, les élèves atteignent ces objectifs-là. Voilà. Les moyens, pour, parvenir à ces objectifs ne sont pas définis. Donc il n'y a pas de support, partagé. Ça faisait aussi partie un tout petit peu des ambitions de la recherche. C'était, de créer des savoirs communs autour de l'usage de la langue avec des élèves qui ont une relation au français qui peuvent être assez différentes entre une langue maternelle, une langue de scolarisation, unique, une langue qui a été apprise sur le tard. Donc, là, il y avait ce besoin de créer des savoirs communs autour des usages de la langue. De nouveau, des élèves qui ont été scolarisés en filière d'accueil, des élèves qui ont été scolarisés en classe de français langue maternelle, n'ont pas la même approche du français, n'ont pas la même manière de décrire la langue, surtout qu'à Genève, en Suisse romande de manière générale, on utilise la grammaire rénovée pour parler de la langue, donc ça a plein d'avantages quand on va programmer, enfin quand on va apprendre aux élèves à faire de la programmation informatique, on a un petit peu moins quand il s'agit de faire des passerelles par rapport au français langue seconde. On a cette idée de proposer une approche inductive parce qu'on est à Genève et qu'on fait du socioconstructivisme probablement, mais c'est aussi dans cette idée d'ouvrir à la recherche de parallèles entre les langues. Donc là, je me réfère notamment aux travaux de Pietro, qui est notamment la personne qui a rédigé les séquences EOL, donc par rapport à ces idéaux de plurilinguisme, d'accompagner l'acquisition d'un français professionnel, parce que c'est cet objectif-là en école professionnelle, et de rentrer là-dedans avec une analyse contextuelle dans une perspective un petit peu actionnelle, euh, qui présenterait la grammaire comme étant une ressource pour améliorer l'adéquation entre l'énoncé et un contexte. Alors ça, c'est pas une ressource de... ma référence principale ne vient pas du FLE, parce que Suzanne Chartrand, c'est justement une didacticienne québécoise qui réfléchit à la manière d'enseigner le français, et notamment la grammaire, en lui donnant du sens dans la performance communicative. Donc ça, c'est aussi des approches qui ne sont pas forcément issues du FLE, mais qui existent en fait comme dans le paysage général. Et puis, il y a également une demande qui était plutôt une exigence des enseignants pour participer à cette recherche. Et il se trouve que j'avais besoin que les enseignants désirent participer à ma recherche. C'était de proposer des activités autour desquelles rassembler tous les élèves d'une classe, parce qu'avec des élèves hétérogènes, surtout avec des classes en petit effectif, ces enseignants se retrouvaient à faire de la différenciation, ce qui en soi est très bien, et peut-être à vivre un extrême dans la différenciation, et chercher justement une activité où tous leurs élèves, quel que soit leur rapport au français, puissent se retrouver et puissent partager. Euh, et ça s'explique par qu'en fait, justement, vu la multiplicité des parcours, euh, dans un premier temps, j'ai identifié un certain nombre d'enjeux et d'apprentissages qui pouvaient concerner ou non certains élèves. Et puis, avec ici des exemples d'élèves qui ont participé à cette recherche, on a par exemple A, qui est un élève dont la langue maternelle est le farsi. Ça fait plus ou moins 2 ans et demi qu'il a découvert l'existence du français. Et du coup, si on devait réfléchir à quels étaient ses objectifs prioritaires au niveau individuel, c'est probablement l'augmentation de sa maîtrise de la langue. L'exigence en fin de parcours, c'est d'avoir un niveau B2 plus ou moins en français, euh, de revoir les outils grammaticaux, d'augmenter son lexique, et puis de travailler, de profiter de cette ouverture sur les interlangues, parce que justement, lui, il a une langue de référence dans laquelle il a été scolarisé dans un premier temps, qu'il va pouvoir utiliser. Et puis, il doit par ailleurs s'adapter au contexte professionnel, et notamment un contexte professionnel helvétique, parce qu'en fait, il ne le connaît pas, et parce que ça fait moins de 3 ans qu'il réside en Suisse, ce qui fait qu'un certain nombre de détails, on va dire culturels, lui échappent probablement encore à ce moment-là. On va avoir un autre élève qui, lui, a une langue maternelle qui est toujours pas le français, mais qui est scolarisé intégralement à Genève depuis toujours. Alors, il a probablement un niveau de francophone par rapport au français. Il n'empêche qu'il gagnerait probablement à perfectionner ses outils grammaticaux, à augmenter son lexique, et puis surtout à augmenter ses capacités métadiscursives par rapport à la langue, à expliquer ses ressentis, etc.
et probablement aussi justement de se rendre compte que sa langue maternelle, dans laquelle il n'a jamais été scolarisé, dispose également d'une grammaire. Et donc que, peut-être qu'un certain nombre de ressources auxquelles il n'a pas forcément réfléchi, de nouveau, c'est les caractéristiques des langues dans lesquelles les élèves n'ont pas été scolarisés, disposent aussi de ressources grammaticales. On peut aussi les mobiliser, on peut aussi réfléchir à sa manière de produire. Et puis un élève avec cette caractéristique-là aura aussi tout un travail sur l'acculturation, sur accepter les normes du contexte professionnel, parce qu'une fois encore, c'est ce que je disais tout à l'heure lors de votre intervention, il a 16 ans et qu'à 16 ans, ben, on ne maîtrise pas les détails des attentes du monde professionnel. Il y a aussi d'autres élèves, des élèves plus âgés, donc notamment cet exemple d'un élève albanophone qui a 24 ans et qui vient d'arriver en Suisse. Alors, le fait d'avoir 24 ans, ça va forcément nécessiter chez lui euh, ben, une meilleure compréhension des enjeux du monde des adultes, mais peut-être plus de travail par rapport à l'appropriation du français. Euh, Et donc, je vais rapidement passer à la suite avec justement des élèves francophones. Un élève francophone qui, lui, a priori, pourrait toujours perfectionner son français. De nouveau, s'il se retrouve dans une filière AFP, c'est probablement que sa scolarité n'a pas été de tout repos précédemment. Euh, et de travailler cette capacité de réfléchir à sa langue, de réfléchir à quels sont les effets d'une langue, parce que ça ne correspond pas à la manière dont le français est enseigné forcément dans l'école primaire et l'équivalent du collège en Suisse romande. Et enfin, un élève qui, lui, est un exemple qui m'intéressait ici, parce que c'est un élève qui a été scolarisé partiellement en français, mais pas uniquement, et donc qui va avoir en fait un rapport à la langue qui est tout à fait étonnant et personnel. Ce d'autant plus que, il a un parcours migratoire qui est fait d'aller-retour entre Genève et un autre lieu. Donc, tout cela montre qu'en fait, les enseignants se retrouvent face à un public hétérogène et ont des attentes différentes. Euh, Ces enseignants ont majoritairement été formés de nouveau à Genève en Suisse romande, ce qui fait qu'ils font du socioconstructivisme sans forcément s'en rendre compte, et qu'ils ont une tendance à présenter des normes et ensuite à discuter de ces normes, de l'applicabilité de ces normes. C'est quelque chose qui était intéressant, de nouveau, pour construire après des séquences qui ne soient pas d'un exotisme fou pour les enseignants, pour qu'ils arrivent à se les approprier et qui, par ailleurs, recourent passablement au drill. Euh, Ces enseignants notent aussi qu'ils ont une peur de faire de la place aux autres langues de la classe. Et ça les incite en fait à faire de la différenciation, tout en sachant qu'en fait, ils ont plutôt des problèmes avec les élèves francophones qu'avec les élèves allophones, parce que c'est là où ils rencontrent des résistances sur cet aspect d'acculturation, avec des élèves qui considèrent qu'ils parlent déjà le français. Donc là, ce qu'on a travaillé, c'est sur des séquences. Alors là, je vais vous donner juste un exemple un peu introductif sur ce qu'on pouvait faire, avec donc des séquences d'observation, une partie de réflexion, une partie de théorisation à compléter après une discussion, quelque chose comme ça. Donc là, c'est la séquence sur le discours formel et informel, avec 2 exemples. Et ces 2 exemples, une fois travaillés en classe, ont donné lieu en fait à 2 choses. À d'abord des groupes d'élèves qui en fait ont plus ou moins bien travaillé, qui ont donné des réponses plus ou moins approfondies, qui ont plus ou moins été autonomes, qui ont plus ou moins utilisé du métalangage ou eu recours à d'autres langues que le français. Alors là, on voit en fait que le groupe 1, c'est un groupe qu'on va pouvoir dire de francophones. Donc, j'ai retrouvé plusieurs occurrences de groupes qui ressemblaient plus ou moins à ça. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui sont assez désarçonnés par cette manière-là de travailler et qui manquent de métalangage. Donc, eux vont recourir à des exemples extérieurs euh, et à l'enseignant. Là où on a effectivement des groupes qui sont probablement plus plurilingues et qui vont chercher des exemples extérieurs, mais qui surtout vont chercher des points de comparaison ou des limites avec d'autres langues qui sont parlées en classe, ce qui leur permet aussi d'approfondir leurs réponses de manière un petit peu plus argumentée et avec un usage du métalangage qui est aussi souvent plus maîtrisé de la part des élèves allophones par rapport à des élèves scolarisés en français uniquement, mais dans des filières basses et qui ont un manque de métalangage. Euh, Ce métalangage, en fait, il est compensé hein, soit par les exemples, soit par l'enseignant, et ça fonctionne aussi assez bien. Euh, les élèves trouvent que cette approche, justement, ressemble à l'approche qui est utilisée dans les classes d'accueil. Donc, c'est probablement aussi quelque chose qui était moins exotique pour certains élèves que pour d'autres. Et puis, les élèves recourent aux enseignants qui parlent le français ou que les élèves discutent d'une autre langue. C'est des choses qu'on trouve, par exemple, avec un de ces extraits ici,
Donc avec 2 élèves qui sont les 2 lusophones, il y en a un qui a été scolarisé, dans la langue portugaise, l'autre jamais, mais les 2 parlent le portugais couramment. Et là, en fait, ils ne sont pas d'accord et ils demandent la vérification à l'enseignante. Alors l'enseignante n'est pas lusophone. L'enseignante a 2-3 notions peut-être comme ça et du coup, on a ici quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est une inversion parce que comme elle ne sait pas, elle va demander de valider son hypothèse aux élèves. Donc là, il se trouve qu'effectivement, la forme de politesse en portugais au Portugal, c'est plutôt une forme qui ressemblerait à il qu'une forme qui ressemblerait à vous. Donc l'hypothèse de l'élève 2 était correcte, et ce d'autant plus que cet élève 2, peut-être que c'est perceptible dans sa manière de s'exprimer, c'est un élève qui a un moins bon niveau de maîtrise du français que le premier. Donc là, pour une fois, c'était lui qui avait la meilleure réponse. Là aussi, c'est des mécanismes qui sont intéressants à l'intérieur des classes. Et puis un deuxième extrait d'échange, donc là avec un élève francophone, et qui est aussi particulièrement intéressant parce qu'en fait, il thématise passablement la notion de langue standard et la notion de langue familière. Parce que dans l'exercice, on avait une formulation qui était justement une langue d'adulte. Alors pas une langue soutenue, évidemment, mais qui correspond pas du tout justement à la manière dont l'élève exprimerait un message informel à un ami. Et il arrive tout à fait à mettre à mettre le doigt sur le fait que ce qu'il reproche au texte informel, c'est pas tellement qu'il soit mal écrit, c'est surtout qu'il a l'air d'être écrit par un adulte, ce qu'il n'est pas lui. Et puis, il formule aussi, alors il a le même problème aussi hein, avec les trois registres de langue, mais il exprime aussi très spontanément qu'il ne parle pas à ses amis comme il parle à sa mère. Alors j'imagine qu'il ne vous voit pas sa mère, mais il est aussi très conscient que dans le langage familier, dans le langage non formel, on a différents degrés d'expression. Ce qu'on peut retenir de cette recherche, donc, c'est que ce type d'exercice permet de contourner les problèmes de maîtrise ou non de la langue. Tous les élèves sont capables de réfléchir à ce que ça donne, à qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce que ça fait comme effet, qu'ils maîtrisent ou non parfaitement le français. Et puis parce que justement, ils analysent le contexte d'énonciateur et de récepteur, et ça, c'est quelque chose qui semble fonctionnel, qu'ils arrivent tout à fait à chercher des cas limites, ce qui est perturbant pour les enseignants par ailleurs, notamment lorsqu'ils recourent à des langues qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. C'est quelque chose qui permet aussi de renverser le rôle d'expertise, donc entre les élèves de la classe, parce que de nouveau, un élève, je parlais tout à l'heure des 2 élèves albanophones, un élève albanophone qui a été scolarisé toute sa vie au Kosovo, c'est un élève qui a une meilleure maîtrise technique de l'albanais qu'un élève dont c'est la langue familiale et qui n'a jamais pensé que cette langue pouvait s'écrire, se grammaticaliser, etc. Et donc là aussi, il peut y avoir des inversions qui peuvent donner des choses qui sont intéressantes avec les enseignants qui, là, en l'occurrence, sont des enseignants tout à fait disposés à cesser d'être le seul détenteur d'un savoir. Ce degré de conscience grammaticale, il apparaît aussi de manière très importante, ce qui montre qu'en fait, les élèves qui vont avoir le plus de difficultés à rentrer dans un processus de scolarisation de la technique de la langue, c'est en fait les élèves qui n'ont pas de maîtrise grammaticale d'une langue. Un élève qui a une maîtrise grammaticale d'une langue, même si ce n'est pas le français, il va pouvoir beaucoup plus facilement créer des ponts. C'est toute la théorisation derrière l'interlangue en fait, que je suis en train d'évoquer ici, contrairement à certains élèves qui en fait sont perdus entre plusieurs langues. Cela dit, ce type de discussion nécessite de mobiliser du métalangage et donc ça donne du sens au métalangage du point de vue des élèves. Et comme les élèves vont utiliser du métalangage de manière un tout petit peu alternative, un tout petit peu spontanée, ça va demander aux enseignants d'extrêmement bien maîtriser leurs points de grammaire, extrêmement bien maîtriser non seulement leurs points de grammaire, mais aussi tous les points de grammaire s'approchant d'un effet de langue. Et ça, c'est quelque chose qui a surpris des enseignants. On a justement cette approche chronophage. Si on regarde ce que les enseignants disent, là, ben, ils maîtrisent toujours pas le métalangage grammatical, mais simplement, ils arrivent à se faire comprendre. Ils utilisent des exemples avec d'autres langues parlées. Les élèves francophones, en fait, arrivent aussi à travailler avec cette approche, puisque, en fait, les enseignants partent du constat que, justement, leur langue spontanée ne correspond pas à la langue, au français professionnel qu'ils désirent apprendre. Et donc, ils ont aussi des ponts à chercher, des différences à chercher. Et puis, forcément, bah, il y a cette difficulté parce que ça génère des questions, ça génère des recours à des justement des questions aux enseignants par rapport à des langues, à des structures de langue qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas étudiées. De nouveau, le français oral extrêmement familier, ça ne fait pas partie du cursus de formation d'un enseignant de français.
Donc forcément, là, on met des enseignants un peu dans des situations précaires. Et puis, l'exigence de faire travailler tous les élèves autour d'une même activité semble relativement réussie avec ce type de démarche et d'approche. Il y a quelques points négatifs. Donc, de nouveau, hein, cette question de savoir est-ce qu'on peut travailler une langue qu'on ne maîtrise pas. Pour certains enseignants, c'est compliqué. Et puis, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, c'est une démarche intéressante, mais qui, effectivement, ne permet pas forcément de stabiliser un savoir. Et un autre problème qui concerne cette résistance à l'acculturation, parce qu'en fait, les élèves se retrouvent à douter de la pertinence de devenir adulte. D'autres élèves, en fait, doutent moins de la pertinence de devenir adulte et en fait, créent aussi des dilémétiques chez les enseignants parce qu'ils ont l'impression que les élèves vont croire que bien analyser, arriver à maîtriser un d'autres niveaux de langue, c'est la clé pour réussir, quand bien même ces élèves sont soumis à d'autres phénomènes de discrimination. Et donc là, ça met plutôt les enseignants assez mal à l'aise d'avoir l'impression de survendre quelque chose qui ne résoudra pas tous les problèmes des élèves. Voilà. Donc, en conclusion générale, ben, on a des relations en français qui sont variables. Et puis, ce type d'approche permet de normaliser les langues de la classe, mais aussi de normaliser les usages du français qui sont utilisés dans les classes, parce que ce français professionnel, c'est la langue spontanée de personne. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que les enseignants ont également verbalisé le fait que la langue professionnelle, ce n'était pas non plus leur langue spontanée. Euh, et donc, ça permet de légitimer les élèves et ça semble quelque chose de propre à les inclure dans des apprentissages, de ne pas présenter l'acculturation professionnelle comme étant une fin en soi, mais comme étant un outil. L'acculturation professionnelle, on sait aussi que c'est un processus, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est une exigence d'ici 3 mois. C'est un outil supplémentaire. Et puis, les questionnements qui sont propres à l'adolescence, c'est de savoir si le monde des adultes, finalement, c'est attrayant ou non. C'est effectivement un frein à l'acculturation et ça semble être le frein principal à l'acculturation quand on entend tant les élèves que les enseignants, en fait. Euh, et puis, ça permet de discuter sur les ressentis et discuter sur les ressentis par rapport à des énoncés, ça intéresse les élèves. Donc là aussi, c'est quelque chose qui permet de rentrer dans cette volonté d'acculturation à une norme sans que les élèves ne se cabrent. Voilà, je termine donc sur cette importance pour les élèves de les sensibiliser au fait qu'une même idée peut être exprimée de différentes manières et que justement, il y a un spectre d'usage du français et finalement, on leur demande d'élargir leur spectre, mais pas de cesser d'utiliser une partie du spectre du français. Et ça correspond aussi à quelque chose qui semble défendable dans ce contexte-là. Voilà. Merci pour cette présentation intéressante et très riche qui attire l'attention sur la formation professionnelle qui est une particularité suisse mais qui n'est pas sans intérêt pour les études de linguistique notamment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle où on... Oui, tout à fait. Je me lance avec ma première capable. Vas-y. Euh, Merci beaucoup. Je trouvais que votre exposé était très clair. Et, mais j'aimerais deux clarifications et voir s'il y a un lien entre ces deux choses-là. La première chose, c'est que vous utilisez le terme d'analyse contextuelle. Je voulais savoir ce que vous mettez un petit peu derrière. Et puis la deuxième, cette approche de la grammaire en adéquation avec l'adéquation d'un énoncé à un contexte. Je pense que là, il y a un vrai objectif. J'ai plutôt l'impression, pour avoir lu un petit peu les programmes français, que dès qu'on passe dans la grammaire, on est hors contexte, on est dans un contexte interne à la discipline, on est euh, dans la construction d'un métalangage. Alors, dans une langue, parce que c'est pareil, vous dites qu'il y a des élèves qui ont été scolarisés une dizaine d'années et qui ont appris la grammaire de leur langue dans leur langue. Donc, il y a aussi le problème de la langue. Je ne sais pas, c'est pas très bien formulé, j'ai l'impression. Mais en fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut faire de la grammaire en contexte, alors que dans les textes officiels français,
l'idée même de la grammaire, c'est de faire ça hors contexte, de travailler sur les préfixes, les suffixes, que c'est que la préfixe, la suffixation, enfin, tous ces procédés. Et je trouve que ça répond à une question qu'on se pose pas mal. C'est justement articuler linguistique et sociolinguistique. Et, mais j'irai lire les travaux de Chartrand, je connais pas. Alors, c'est peut-être en partie une des réponses possibles parce que, alors, effectivement, en Suisse romande, on va travailler la grammaire d'une manière très désincarnée, d'une certaine manière, avec passablement de manipulation, notamment avec de la transformation sur la phrase P, etc. Et ça, c'est quelque chose qui existe, qui est assez structurant par rapport à l'enseignement primaire, qui est aussi passablement structurant par rapport à l'enseignement secondaire, et qui tend passablement à disparaître dans le secondaire 2, et notamment dans ce secondaire 2 qui ne correspond pas au lycée général. Et parce que dans le lycée général, en fait, il n'y a plus de place qui est réservée à l'enseignement de la langue en tant que telle. On fait de la littérature, mais plus tellement de la langue. En revanche, dans les autres filières, il y a une place pour une grammaire dans des contextes. Alors, c'est très compliqué, la grammaire dans des contextes, parce que ça signifie qu'on part d'un contexte et puis qu'ensuite, on va voir plusieurs phénomènes grammaticaux qui apparaissent. C'est-à-dire un exemple assez typique en fait de fonctionnement par rapport à cela, et là de nouveau on s'appuie non seulement sur les travaux de Chartrand, mais je pense aussi après à des approches grammaticales comme celle de Patrick Charoudot, si ça vous parle un petit peu, où on travaillerait sur comment est-ce qu'on atténue, comment est-ce qu'on calme un client en fait. Et donc, par rapport à ça, on va avoir un certain nombre d'outils grammaticaux qui vont apparaître, qui vont être mobilisables, comme par exemple le passif, mais comme aussi des euphémismes, des choses comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'en fait, c'est pas un seul point de grammaire. Il y a une conjonction de différents éléments grammaticaux qu'on va particulièrement retrouver pour rendre un contexte favorable à une communication. Et de nouveau, dans la communication commerciale, on a ces questions de communication violente ou non violente, par exemple. Et donc là, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent être mobilisables ou non à cette occasion-là. Maintenant, bien entendu, on est aussi avec des élèves qui ont une approche de la grammaire où ils ont d'abord vu, je vais reparler du passif, et puis 2 semaines plus tard, ils ont vu les pronoms relatifs, et ils ne se sont jamais dit que le passif pouvait avoir un impact ou les pronoms relatifs pour un impact. De nouveau, quand je dis ça, c'est tout à fait faux, parce que par ailleurs, on fait aussi beaucoup de socioconstructivisme au secondaire 1, à l'équivalent du collège, et donc il y a aussi cette volonté de proposer des supports originaux aux élèves et puis d'essayer de voir dans quel cadre est-ce qu'on va pouvoir utiliser tel ou tel aspect. C'est pas pour rien non plus si au collège, les élèves travaillent le passif en même temps qu'ils travaillent le fait divers. Parce qu'il se trouve que lorsqu'on narre un fait divers, on va utiliser du passif. Alors pas que, mais c'est clair que les élèves ont aussi cette approche de la grammaire où les points de grammaire vont être reliés à des genres littéraires. Et alors, ça rebondit sur, désolé pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais une discussion qu'on a eue hier, c'est que et là, ce que vous venez de dire, c'est très symptomatique de la grammaire scolaire. C'est-à-dire qu'on relie des points de grammaire à des genres littéraires. Sauf que là, précisément, le contexte, on est dans des interactions orales, des interactions spontanées. C'est-à-dire que ces points de grammaire qui sont vus par ailleurs, en fait, c'est avec un appareillage théorique, terminologique et catégoriel qui est pas toujours adapté et qui l'est même de façon très ténue. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas de catégories qui n'existent pas dans la formation grammaticale scolaire dont on aurait besoin pour pouvoir justement faire de la grammaire en contexte tel que vous en parlez. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, l'expression de ce que donne le passif, ça peut se faire avec plein d'autres procédés, mais qui n'ont pas de catégorie dans la grammaire scolaire. Et donc, je pense que la limite, elle est là, pour répondre à ta question de la grammaire en contexte, la limite, elle est aussi dans
dans ce métalangage, justement, dont vous parlez, qui est un métalangage qui est fait pour des écrits littéraires et qui n'est pas fait pour la réalité des usages ordinaires. Et c'est même en fait un avantage par rapport à ce public-là, c'est-à-dire qu'en fait, de nouveau, leur lacune en termes de maîtrise technique du métalangage dans la grammaire scolaire n'est pas si problématique, parce que justement, qu'ils maîtrisent ou non parfaitement le métalangage, ça leur permet pas d'expliciter exactement leur ressenti. Et donc, ils vont aussi justement utiliser, alors plus ou moins rapidement, mais si on revient à ma présentation, il n'y a aucun groupe qui n'a pas utilisé, qui n'a pas mobilisé des exemples, par exemple. Et donc, le recours à des exemples plutôt qu'à un métalangage théorique, c'est quelque chose qui apparaît plus riche pour sortir justement, pour combler ses limites. Alors de nouveau, peut-être que le fait qu'on constate qu'on est avec des élèves qui ne maîtrisent pas tous les détails de tout le métalangage qu'on a souhaité leur enseigner, ça permet de dédramatiser un petit peu ce contournement, mais je pense que l'objet même qui est enseigné va au-delà des ressources grammaticales, et c'est pas non plus pour rien si les enseignants qui, à mon avis, eux, ont une bonne maîtrise du métalangage, disent que c'est compliqué et qu'il faut être très sûr de soi, etc. Ah oui, parce que même les enseignants n'ont pas le métalangage adapté de toute façon. Alors, pendant qu'on change de présentation, je me permets de poser une dernière question. Donc, vous avez mis en évidence des pratiques plurilingues, notamment lorsqu'on a convoqué la question des lusophones, Oui. de l'expression de politesse. Je me demande en fait si vous avez pu observer ou documenter un travail qui serait fait sur la langue professionnelle aussi dans les autres langues présentes chez le public. J'explicite ma question. En Suisse, ce n'est pas rare de voir dans les transactions professionnelles ou commerciales des gens qui interagissent dans leur langue d'origine, d'héritage. Je pense à la pharmacie, des Portugais, etc. Est-ce que dans ces formations, il y a un espace pour ça? Alors, est-ce qu'il y a un espace pour ça prévu? Certainement pas. Est-ce qu'il y a un espace potentiel? Oui. Et là, en l'occurrence, dans ces classes, bah, il y avait justement cet espace potentiel avec deux élèves, non pas lusophones, mais deux élèves albanophones. L'exemple de cet élève qui avait 24 ans et qui, en fait, a expliqué beaucoup de choses et qui, à mon avis, a vraiment permis d'augmenter la maîtrise langagière de ses camarades albanophones. Par rapport justement au fait que l'albanais existait en dehors d'un contexte familial. Donc, globalement, alors, elle faisait aussi passablement de promotion de la littérature en albanais, avec des personnes pour qui l'albanais, s'il n'y avait pas de livre forcément en albanais, il n'y avait pas forcément de littérature. Et puis, là-dedans, bah, justement, ces questions d'un albanais formel, c'est aussi quelque chose qu'elle a pu amener à des élèves. Alors, c'est aussi quelque chose, donc elle l'a particulièrement bien fait, je dirais. C'est aussi quelque chose qu'on a pu observer avec deux élèves qui parlaient érythréen, mais de nouveau avec quelqu'un pour qui c'était une langue d'héritage et quelqu'un pour qui c'était une langue de scolarisation première. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez riche, mais qui est typiquement ce qui angoisse profondément les enseignants parce que ils ne maîtrisent pas ces langues. Et justement, s'ils maîtrisent ces langues, ça les rend tout à fait plus ouverts à ce genre de choses parce qu'ils ont l'impression qu'il se passe des choses dans leur classe, ils ne comprennent pas du tout ce dont il est question. Voilà. Merci beaucoup.